Dans cette histoire, tout le monde pensait que notre héros était un lâche perdant, mais il a fini par devenir le maître de l'art martial le plus puissant du monde entier. Il s'appelle Zhang Xulan et il est actuellement étudiant à l'université et vit en ville, loin du village pauvre où il est né. Mais malheureusement, il se rend dans son village parce qu'il souhaite visiter la tombe de son grand-père. Mais en chemin, il reçoit un appel du chef de la police locale, lui demandant de se rendre au commissariat dès son arrivée dans le village. Après son arrivée au village, il se rend au poste de police et le chef lui annonce la terrible nouvelle que la tombe de son grand-père a été creusée la nuit dernière et que le seul témoin de l'affaire était un homme ivre qui se reposait dans le cimetière. Il prétend avoir entendu la voix de quelqu'un qui creusait une tombe et quelques instants plus tard, toutes les pierres tombales sont tombées en même temps, ce qui est une information très suspecte. Mais l'homme qui était ivre prétend que c'est vrai. Lorsque le chef de la police s'est rendu sur les lieux du crime le lendemain matin, il a découvert que même si les autres tombes avaient été creusées, le corps du grand-père de Xulan n'était plus dans sa tombe. Il s'est rendu compte que puisqu'il s'agissait de la famille Zhang, cela ne pouvait pas être un simple pillage de tombe car il s'agissait d'une famille d'artistes martiaux puissants. Il était sur le point d'appeler immédiatement Xulan à propos de l'incident, mais une fille aux cheveux en bataille s'est approchée de lui et s'est présentée comme étant Fan, un parent qui n'avait pas vu son grand-père depuis longtemps. Au début, le chef de la police ne l'a pas cru, mais elle avait les bons documents et son histoire semblait également vraie. Elle a expliqué qu'elle était liée à la famille Zhang, ce qui a beaucoup convaincu le policier. Il raconte tout cela à Xulan, qui n'arrive pas à croire qu'un parent plus âgé surgisse soudainement de nulle part. Il maudit la situation et sort en trompe du commissariat pour vérifier la tombe de son grand-père. Il arrive au cimetière seulement après la tombée de la nuit et entend soudain le bruit de quelqu'un qui creuse. Le Xulan se rend compte que le pilleur de tombe est au travail et décide d'obtenir une preuve de son identité. Il attend le moment exact et prend une photo du pilleur de tombe qui s'avère être Fan. Elle finit par le voir parce qu'il a été assez stupide pour faire du bruit en prenant la photo. Après avoir été remarqué, Xulan court aussi vite qu'il peut, mais au moment où il cesse de penser qu'il est en sécurité, le Fan lui saute dessus et lui frappe violemment la tête avec une pelle. Xulan perd connaissance et lorsqu'il reprend conscience, il trouve soudain le zombie devant lui. Le zombie lui fait très peur et il ne sait pas quoi faire. Jusqu'à ce que tout à coup, Fan enfonce un couteau dans la bouche du zombie. Même après avoir été sauvé, Xulan reste désespéré car son nouveau parent ressemble à la fille du film The Ring et il ne peut rien faire pendant qu'elle le traîne par les pieds. Xulan, connu pour être un grand lâche, lui crie simplement d'arrêter et n'essaie même pas de résister lorsqu'elle le jette dans la tombe vide de son grand-père. Fan lui dit qu'il mourra parce qu'il gêne et Xulan lui demande pourquoi elle creuse la tombe de son grand-père. Et c'est ainsi que la jeune fille commence à parler de son grand-père. Xulan se rend compte qu'elle est impliquée dans quelque chose de bien plus grand. Immédiatement, il tente de se rapprocher d'elle, l'appelant sa grande sœur. Une manière très affectueuse avec laquelle les Chinois appellent habituellement ses amis proches. Il demande comment elle va pendant tout ce temps et Fan le renvoie simplement dans la fosse. Et quand il essaie de partir, elle dit qu'elle n'a aucun lien de parenté avec lui et qu'elle n'a même pas de lien avec la famille Zhang. Xulan est choqué d'entendre cela et Fan commence à lui jeter de la terre. Xulan, étant un vrai lâche, se contente de crier en lui demandant d'arrêter. Mais leurs cris féminins finissent par attirer quelques zombies qui surgissent de sol. Soudain, Xulan se rend compte que Fan a arrêté de lui jeter de la terre et il s'agenouille immédiatement, implorant sa vie. Il promet de tout garder secret si elle le laisse vivre, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il constate qu'elle n'est plus là. Xulan voit que Fan élimine les zombies sans aucun effort, ce qui lui fait peur. Il se cache pendant que Baobal utilise son couteau géant pour couper proprement les zombies en deux. Il court vers la foule de zombies, leur coupant facilement la tête avant de frapper l'un d'eux d'un coup de pied. Un groupe de zombies l'entoure, mais elle les divise rapidement en deux puis recule. Les zombies continuent de venir vers elle et elle continue de les frapper. De son côté, un zombie s'approche de Xulan qui se met à pleurer et le supplie de rester à l'écart. Fan le remarque et repousse un autre zombie, sauvant Xulan avant de retourner au combat. Xulan est complètement perdu et pense que cela doit être un rêve et qu'il va bientôt se réveiller dans son dortoir universitaire. Il essaie de se convaincre de se lever et de partir, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il voit que les zombies se sont arrêtés, apparemment confus par une grande partie de sa stupidité. Fan abandonne l'idée de sauver quelqu'un d'aussi pathétique et s'enfuit, souhaitant bonne chance à Xulan. Les zombies commencent à l'attaquer et il ne peut que leur crier de rester à l'écart. Pendant ce temps, Fan rencontre son patron. Elle dit qu'ils étaient en retard et que le corps de Maître Zhang avait déjà été volé par quelqu'un d'autre. Elle révèle également que des zombies l'ont attaqué tout à l'heure, mais son patron pense que ce n'est pas grave. Fan lui dit alors que le petit-fils de Zhang est entouré de zombies dans le cimetière et son patron panique lorsqu'il apprend qu'ils ont impliqué un civil dans cette affaire. Il demande ce qu'elle fera si le garçon meurt à cause de cela, mais Fan lui assure que Xulan ne mourra pas. Son patron ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais il entend ensuite une forte détonation venant du cimetière, puis voit un éclair semblable à celui du tonnerre. Lorsqu'il se rend au cimetière, il ne trouve que des zombies électrocutés et réduits en sang. Son patron comprend maintenant pourquoi elle pensait que Xulan ne mourrait pas. Après tout, étant son petit-fils, Xulan a peut-être hérité de son pouvoir. Un peu plus loin, il trouve le cahier universitaire de Xulan et dit à Fan qu'elle devrait aussi aller dans cette université. Fan ne sait même pas ce que signifie l'université, mais son patron dispose déjà des documents nécessaires pour l'inscrire. Le lendemain, Xulan est à son collège. Il est en communication avec le chef de la police qui veut connaître son avis sur l'affaire du cimetière. Cependant, Xulan ne veut pas s'impliquer dans quelque chose d'encore plus dangereux que celui auquel il a récemment été confronté. Il prétend ne rien savoir du pilleur de tombes et dit à son patron de ne plus le déranger. Xulan va jusqu'à supprimer la photo de Fan de son téléphone portable pour supprimer
tout lien avec l'affaire quand, soudain, elle apparaît assise à côté de lui. Shulan a peur quand il la voit, mais Fan le salue calmement. Il n'arrive pas à se concentrer en classe car un chasseur de zombies mortels est assis à côté de lui. Mais il trouve enfin le courage de lui demander ce qu'elle fait là. Alors, Fan lui dit de laisser ses questions afin qu'après le cours, il puisse se concentrer sur le cours. Après la fin des cours, il se retrouve dehors. Et Shulan affirme qu'il n'a parlé d'elle à personne et qu'il a même supprimé sa photo parce qu'il ne veut plus de problème. Il demande à savoir pourquoi elle le suit toujours. Et Fan répond qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Elle prend ensuite le document contenant des informations sur sa nouvelle identité. Il dit haut et fort qu'elle est une étudiante d'échange venant de Taïwan. Shulan soupçonne qu'elle essaie de le tromper et crie qu'il ne veut pas savoir qui elle est. Et puis il lui demande de ne plus jamais se précipiter devant lui. Fan reste insensible pendant un moment mais appelle un autre de ses patrons qui lui donne la liberté de traiter avec Shulan comme elle le souhaite. Elle décide qu'à partir de maintenant, Shulan sera son serviteur. Il crie de frustration mais Fan l'ignore et lui demande de montrer le pouvoir qu'il a utilisé pour vaincre les zombies l'autre soir. Elle prétend qu'elle a su dès le moment où elle l'a rencontré qu'il possédait un pouvoir énorme. Elle a donc essayé de l'enterrer vivant pour voir ce pouvoir en action. Shulan dit que cela n'a aucun sens et refuse de faire quoi que ce soit. Ensuite, Fan sort son couteau et l'attaque, disant que s'il ne montre pas son véritable pouvoir, elle le tuera. À ce moment-là, des souvenirs traumatisants d'un horrible accident apparaissent dans l'esprit de Shulan et il donne un coup de pied au couteau de Fan et essaie de prendre ses distances. Elle reprend le couteau et se rend compte que le Shulan n'est pas aussi fragile qu'il y paraît. Elle se manifeste à nouveau, disant qu'il doit prendre ce combat au sérieux. C'est à ce moment que Shulan se souvient du conseil de son grand-père qui lui disait toujours de ne jamais utiliser ses pouvoirs devant les autres. Même enfant, Shulan a toujours eu des ennuis en utilisant ses arts martiaux contre des intimidateurs. À l'époque, c'était son père, Shusan, qui lui enseignait le kung-fu, mais l'entraînement consistait essentiellement à le battre. Son grand-père, en revanche, était le seul soutien de Shulan, punissant même son père pour avoir été trop dur avec le garçon. Un jour, son grand-père montra à Shulan un mouvement spécial utilisant ki, lançant une attaque invisible qui renversa son père. Il a promis d'enseigner cette technique à Shulan, mais seulement lorsqu'il aurait appris les bases du kung-fu. Cependant, Shulan a répondu qu'il ne voulait pas l'apprendre parce qu'il détestait le kung-fu et estimait que le maîtriser n'en valait pas la peine car il ne pourrait jamais montrer ses compétences à personne. C'est à ce moment-là que son grand-père soupira et expliqua qu'ils appartiennent à une lignée d'artistes martiaux surhumains mais que les gens les craignent parce qu'ils sont différents. Il a conseillé à Shulan de faire semblant d'être normal et d'utiliser ses capacités uniquement dans des situations de danger extrême. Il a également mis en garde contre les autres personnes puissantes du monde et a déclaré que Shulan devrait utiliser ses véritables pouvoirs s'il les trouvait. De retour dans le présent, Shulan se rend compte que c'est le moment pour lequel il a été entraîné. Lorsque Feng court vers lui, il libère son ki, couvrant tout le champ d'énergie, tout en chantant un sort pour accéder à son véritable pouvoir. Feng avance, mais remarque le changement à Shulan et hésite. Elle déclare que comme elle n'est pas normale, il n'a plus besoin de se retenir. Ainsi, avec son ki activé, Shulan esquive facilement les attaques les plus rapides de Feng. Elle lui lance le couteau, mais il le bloque et disparaît pour réapparaître derrière elle. Feng essaie de le frapper à nouveau, mais il est trop rapide. Et même lorsqu'elle le repère et essaie de lui donner un coup de pied, le ki de Shulan forme une barrière protectrice. Il la renverse facilement et Feng continue d'attaquer avec une vitesse impressionnante. Mais Shulan bloque tout, avant de l'attraper par le col et de l'éloigner. Alors qu'elle retrouve son équilibre et prend sa position de combat, le Shulan disparaît à nouveau, réapparaissant à côté d'elle et l'immobilisant. Cependant, Feng ne prenait pas encore le combat au sérieux. Elle bat facilement Shulan. Son coup fut si puissant qu'il se retrouva complètement nu. Et même si Shulan pense toujours au combat, il se rend compte qu'il n'a aucune chance. Et puis, Feng décide de mettre fin à la confrontation, déclarant que Shulan sera désormais son serviteur. Il proteste, mais elle le fait chanter, les menaçant pour un secret embarrassant sur lui à l'université. Et à cause de cela et parce qu'il est nu, Shulan finit par accepter. Satisfait, Feng lui donne un vieux téléphone portable indestructible, la fameuse brique Nokia, et lui explique qu'il recevra des instructions de sa part s'il a besoin d'utiliser cet appareil. Après cela, elle part, laissant Shulan seul et confus. Alors qu'il réfléchit à ce qui s'est passé, quelques étudiants apparaissent à proximité. Shulan, gêné d'être dans une situation délicate, se cache. Il observe le couple avec jalousie et se promet qu'un jour, lui aussi, il aura une petite amie. Plus tard, lorsque le collège est vide, Shulan utilise son ki pour rentrer rapidement chez lui. Et par coïncidence, le même couple prend des photos de la belle lune. Cependant, il capture quelque chose au-delà de la lune, qui dans ce cas est Shulan qui rentre chez lui. Oui, à ce moment précis, il a été photographié en train de voler nu devant la lune. Le lendemain, Shulan s'ennuie en classe, jusqu'à ce que Feng arrive et dise qu'elle a quelque chose d'intéressant à lui montrer. Elle sort son téléphone portable et montre une photo de lui volant devant la lune. Shulan est choqué, tandis que Feng dit que des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles tout couple qui capture l'homme nu une nuit de pleine lune aura de bien meilleures chances de rester ensemble pour toujours. Plus tard dans la nuit, Shulan est allongé dans son lit pendant que ses colocataires sortent boire. Ils ne prennent même pas la peine de l'inviter, le traitant de perdant pathétique. Ils partent et Shulan se plaint que sa vie est très difficile. Soudain, il reçoit un message direct sur Instagram et découvre qu'il provient d'une très belle grotte appelée Liu. Il commence à lui parler et découvre qu'elle est en première année d'université et qu'elle veut le rencontrer le lendemain soir. À ce moment, Shulan se souvient des sages paroles de son grand-père qui lui disait que la chance monte et descend comme les vagues de la mer. Alors, pense Shulan, si la malchance me poursuit depuis si longtemps, c'est parce que la chance est sur le point d'arriver. Il pense désormais qu'il aura enfin une chance de changer sa vie pour le mieux. Puis, le
lendemain, Feng apparaît soudainement et lui ordonne de rencontrer quelqu'un ce soir-là. Nerveux, Shulan essaie d'expliquer qu'il a quelque chose de très important à faire, mais Feng l'ignore complètement et dit qu'il recevra un appel avec des instructions. Malgré cela, Shulan prend courage et part à la rencontre de cette fille. Il éteint le Nokia que Feng lui a donné, déterminé à ignorer ses ordres. Bientôt, la fille arrive et Shulan est ravi. C'est leur première rencontre depuis 19 ans. La jeune fille lui tient le bras et sourit, lui demandant de l'emmener dans un bon restaurant. Et Shulan n'hésite pas à accepter. Pendant ce temps, Feng essaie de le contacter mais se rend compte que son téléphone est éteint. Cependant, elle parvient toujours à le suivre grâce à une fonction cachée sur son téléphone portable. C'est à ce moment que Feng et Liu décident de le localiser, soupçonnant qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de dangereux. De retour au rendez-vous, la jeune fille semble enchantée par Shulan et l'inviter même chez elle après le dîner. Shulan, excité, pense qu'il a enfin décroché le jackpot et la fille fait le premier pas, se penchant pour l'embrasser. Cependant, à ce moment précis, elle utilise une technique spéciale et lui frappe le cou. Shulan ressent un léger engourdissement mais décide de l'ignorer, estimant qu'il a encore une chance. Et lorsque la jeune fille s'approche encore plus, il ressent une vive douleur dans sa région intime et s'éloigne aussitôt, complètement effrayé. Shulan demande ce qui se passe, réalisant que quelque chose ne va pas. C'est à ce moment que la jeune fille rit et révèle qu'elle s'est implantée dans le cou d'un insecte venimeux dont les effets vont bientôt commencer à se manifester. Elle invoque alors un groupe de zombies et les Shulan paniquent. Elle rit encore, déclarant qu'elle savait qu'il était un perdant. Pour aggraver les choses, elle mentionne le sceau de virginité sur lui, quelque chose qui l'empêche d'être avec une femme qui ne l'aime pas. Elle se moque de lui en disant que ce sceau est très drôle car personne ne s'y intéressera jamais. Bientôt, il sera vierge pour toujours. Désespéré, Shulan décide d'utiliser son ki pour combattre les zombies, mais son énergie se dissipe rapidement et la jeune fille révèle que cela est dû à l'insecte venimeux implanté en lui. Elle ordonne aux zombies de le capturer et Shulan, se sentant trahi, demande si c'est elle qui a volé le corps de son grand-père. Et la jeune fille admet que c'est elle qui a fait cela sous les ordres d'une certaine organisation, mais elle lui promet qu'il verra bientôt son grand-père. Et avant que Shulan ne puisse réagir, l'un des zombies l'assomme d'un seul coup. Pendant ce temps, Feng et Liu remarquent que Shulan est emmené rapidement, probablement dans un véhicule. Il conclut qu'il a été kidnappé et soupçonne que c'est l'œuvre de la même personne qui commandait les zombies du village de Shulan. Feng décide d'agir rapidement et Shulan est emmené dans une organisation appelée Zansei, où la fille trahit le remet à un autre gars qui est un prodige de cette organisation. C'est lui qui a ordonné le vol du corps de son grand-père et son objectif était d'en extraire l'énergie spirituelle résiduelle. Il a toutefois été déçu des résultats qui n'étaient pas suffisants pour fournir les informations qu'il recherchait. Par conséquent, il a confié à cette fille la tâche de kidnapper Shulan. L'homme, nommé Liang, félicite la jeune fille pour avoir accompli la mission et la nomme officiellement membre du Zansei. Cependant, la jeune fille est frustrée de découvrir qu'il n'existe aucun rituel ou symbole spécial pour marquer son entrée dans l'organisation. Et Liang se contente de rire en disant qu'il suffit de déclarer qu'elle en est membre. Pendant ce temps, Xiaowa, la sœur aînée de Liang, apparaît. Elle ressent l'énergie de Shulan et devient excitée. Elle commence à le toucher, mais Shulan, gêné, se rend compte que la douleur causée par le silo de la virginité ne se manifeste pas chez elle. Confus, il pense que Xiaowa pourrait réellement s'intéresser à lui. Mais Liang l'arrête, lui ordonnant de le laisser d'abord faire ses expériences. Liang utilise ses pouvoirs pour interagir directement avec l'âme de Shulan, extrayant ses souvenirs alors qu'il crie de douleur. Cependant, soudain, quelque chose s'approche à grande vitesse, en direction de la base Zansei. Sa sœur le sauve juste à temps, et une pierre de la taille d'une balle de baseball frappe la camionnette derrière lui avec un impact énorme. C'est à ce moment que Feng et l'autre humain au nom compliqué font leur entrée, et Shulan demande immédiatement l'aide de son maître. Le patron de Feng connaît les ennemis qu'il doit affronter maintenant et il comprend qu'il leur sera difficile de gagner ce combat, mais Feng lui dit cependant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car elle les vaincra toute seule. La fille nommée Xiaowa salue le maître de Feng en lui disant qu'elle pense à lui depuis un moment et qu'elle a vraiment hâte de passer une nuit avec lui. En revanche, Liang s'inquiète davantage de savoir si ses ennemis qui viennent d'arriver ont amené des renforts. C'est à ce moment que Feng sort ses couteaux pour se battre et la jeune fille décide de lui faire face et de terminer le travail qu'elle a laissé inachevé dans le cimetière en invoquant ces zombies qui sortent de terre. Le maître de Feng veut d'abord négocier et demande que les Shulan soient remis pacifiquement, promettant qu'il les laissera tous indemnes s'ils le font, mais il refuse. Les humains utilisent leur pouvoir de télékinésie pour extraire une énorme pierre du sol et la lancer vers eux. Un zombie court pour bloquer le rocher mais est repoussé. Cependant, Xiei frappe le zombie à la tête et détruit la pierre d'un seul coup. Feng court immédiatement vers elle, mais Xiei donne un coup de pied au corps du zombie qu'elle vient de détruire et Feng le coupe rapidement puis lui lance une combinaison de coups. Mais son ennemi parvient à esquiver tout le monde et lorsque Feng pointe un couteau dans sa direction, Xiei esquive adroitement même lorsque le couteau rentre dans sa chemise. Cependant, pendant le combat, Xiei finit par perdre l'équilibre mais des zombies sont envoyés pour la couvrir. Cependant, Feng les traverse rapidement et avance vers sa cible d'origine et juste au moment où Feng est sur le point de frapper Xiei, son supérieur la tire en arrière, disant qu'elle ne doit pas sous-estimer l'une des 4 principales sorcières Zansei, appelée le grattoir d'os. Feng lui demande de la rabaisser, mais il insiste sur le fait qu'elle agira sans réfléchir. Xiei saisit cette chance et marche sur la virilité de Shulan, disant à Feng que si elle ne le fait pas, elle le prendra pour elle. Cependant, nos gentils ont apporté du renfort et une paire de mains apparaît du sol, tirant Shulan vers le bas. Xiei se rend compte que tout le monde agissait simplement pour gagner du temps afin que quelqu'un puisse sauver Shulan, mais elle n'a pas l'intention de laisser cela se produire. Elle piétine le sol, forçant Shulan
et l'homme nommé Yu Yang à sortir du sous-sol. Elle se précipite pour les attaquer, mais son coup de poing manque de peu, et au lieu de causer des dégâts, elle finit par aider Shulan à s'échapper. Maintenant Shulan est plein de confiance, mais dès qu'il voit le couteau de Feng devant lui, il perd toute cette confiance. Il s'excuse de l'avoir trompé et de ne pas avoir répondu à ses appels. Il jure qu'à partir de maintenant, il obéira aveuglément à tout ce qu'elle dit, et Feng ne semble pas disposé à écouter et pose son visage contre le sol avant de le poignarder avec le couteau. Shulan crie, mais il s'avère que Feng voulait juste sortir le ver venimeux de son système, et une fois cela fait, elle le libère des corps. Son maître lui demande de s'occuper de Shulan pendant qu'il s'occupe des membres du Zensei. L'homme dit rapidement à Chayaye que puisqu'elle n'accepte pas l'accord pour libérer Shulan, il n'a pas l'intention de la laisser s'échapper. Il donne un signal, et soudain, des membres de son organisation encerclent la zone. Les ennemis paniquent quand ils les voient et tentent de s'échapper en utilisant une voiture, et lorsque la voiture s'éloigne, la chiite monte sur sa moto, disant à l'homme qui l'a reconduite qu'ils devraient se rencontrer en privé un jour. Et pendant qu'elle s'enfuit, les gentils les poursuivent, essayant de les empêcher de s'échapper. Mais comme il semble qu'elle soit sur le point de s'enfuir, le patron de Shulan dit qu'il finira par régler le problème avec cet ennemi, et elle repart avec le sourire. Nous voyons maintenant que Shulan est toujours déçu de ce qui s'est passé, et Feng demande pourquoi il n'est pas content d'avoir été sauvé. Il dit que son grand-père avait l'habitude de dire que lorsque beaucoup de mauvaises choses arrivent, beaucoup de bonnes choses arriveront bientôt, et maintenant Shulan pense que tout cela semble être un mensonge, car rien de bon ne se passe et aucune fille ne tombe amoureux de lui. Cependant, Feng lui dit de se remonter le moral car sa chance ne peut pas être si mauvaise. Elle estime que sa chance n'est pas la raison de sa chute, et que si sa vie est pleine de problèmes c'est parce qu'il est un idiot. Shulan se tourne vers Feng en entendant cela, mais elle n'arrête pas de l'insulter. Elle dit qu'il est si stupide qu'il ne se rend même pas compte que toute fille qu'il approche a des arrière-pensées, et souligne qu'il est si naïf qu'il ne soupçonne même pas pourquoi une fille voudrait approcher un perdant comme lui. Pendant ce temps, les subordonnés du patron de Shulan poursuivent leur poursuite. Les ennemis n'ont aucune idée de qui les chasse ni de leur puissance. Liang, comme toujours, essaie de rabaisser ses ennemis, se moquant de leur manque de connaissances sur le Zensei. Mais avant qu'il ne puisse continuer sa provocation, un homme apparaît devant la voiture. Liang jure qu'il peut éviter l'impact, mais l'homme parvient quand même à retenir le véhicule et tente de l'arrêter de force. Montrant sa froideur, Liang utilise sa capacité à aspirer l'âme de l'homme, ce qui l'oblige à lâcher la voiture. Avant d'être vaincu, l'homme utilise bientôt sa capacité spéciale pour tirer des balles spirituelles sur le véhicule. L'une des balles a touché le pneu de la voiture qui a failli se renverser. C'est à ce moment que Yan Yan est éjecté du banc, mais parvient à s'emparer du van à la dernière seconde. En désespoir de cause, elle supplie Liang de l'aider, arguant qu'ils sont tous deux membres du Zensei. Cependant, Liang sourit et révèle son vrai visage, disant qu'elle ne comprend rien aux Zensei. Et sans hésitation, il retourne brusquement van, jetant Yan Yan dehors et la laissant complètement dévastée par la trahison. Elle est rapidement capturée, ce dont tous les patrons se réjouissent, affirmant que cela suffit. Il ordonne également à tout le monde d'emmener Shulan, qui a fini par perdre connaissance après avoir été insulté par Feng. Le lendemain, Shulan se réveille en maudissant sa vie et en se plaignant de la façon dont les choses se sont déroulées. Quand quelqu'un frappe à la porte et qu'il ne répond pas, la porte est tout simplement coupée en deux. Feng entre et Shulan est terrifié quand il la voit. À bout de patience, elle lui ordonne de s'habiller et de la suivre en le traînant par sa capuche, tout en lui disant que Shusan veut le retrouver. Shulan ne cache pas sa frustration, affirmant qu'il ne comprend rien de ce qui se passe. Et Feng répond qu'il peut poser toutes les questions directement à Shusan. Ils arrivent à un service de livraison express et Feng les informe qu'elle y travaille. Shulan est surpris de découvrir que l'endroit semble parfaitement ordinaire et demande même en plaisantant s'il y a une cachette secrète de super-héros dans le sous-sol. À ce moment-là, Shusan semble répondre à la question et déclare qu'il n'y a rien de tel. Il se présente à Shulan et explique que toutes les personnes présentes à cet endroit ont des pouvoirs spéciaux. Il le démontre en soulevant des objets à l'aide de son ki et explique que les surhumains peuvent manipuler l'énergie d'une manière que les gens ordinaires ne peuvent pas. Shusan poursuit en expliquant que les surhumains naissent généralement avec le don de manipuler le ki. Et Shulan, de son côté, explique que son grand-père lui a appris à s'entraîner pour acquérir le ki. Et Shusan est d'accord, affirmant que l'entraînement est un autre moyen d'acquérir ce pouvoir. Il ajoute que même si certains naissent avec des capacités innées, il y a ceux qui s'entraînent pour les obtenir, et ceux qui s'entraînent beaucoup finissent par devenir beaucoup plus forts. Dans l'ascenseur, Shulan interroge Shusan à propos de Zensei, et Shusan explique que Zensei est un groupe. C'est un groupe qui ne suit pas les règles des écoles ou clans surhumains traditionnels. Contrairement à d'autres organisations, les membres du Zensei agissent de manière imprévisible et sans restriction. Ils arrivent à la cellule où est détenue la jeune fille et Shusan révèle qu'elle est l'héritière d'une célèbre famille de nécromanciens et qu'elle a disparu il y a 6 mois. Et après avoir reçu une demande d'enquête, ils l'ont trouvée parmi les membres du Zensei. Shusan gronde la jeune fille, la qualifiant d'imprudente d'avoir rejoint Zensei sans même les rechercher. La jeune fille rétorque en disant que son choix ne regarde personne. Elle affirme que le groupe de Shusan, qui travaille pour le gouvernement, se considère moralement supérieur et tente d'imposer des règles à tous les surhumains. Elle dit qu'elle a grandi en détestant la nécromancie, mais qu'elle a été forcée par sa famille à maîtriser les techniques car elle était la seule héritière. Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle n'avait jamais quitté la maison et sa seule compagnie, outre sa famille, étaient les zombies en décomposition qu'elle entraînait. Lorsqu'elle maîtrisa enfin les sorts, tout le monde disait qu'elle devait vivre comme une personne ordinaire sans jamais utiliser ses pouvoirs, ce qui la mettait en colère d'avoir été traitée comme un outil par sa famille. Alors elle s'est enfuie et a décidé de rejoindre Zensei, pensant que cela lui donnerait la liberté qu'elle a toujours voulu. Et au milieu de sa
déclaration, Shu-Si, le frère troublé de Shu-Sang, entre dans la pièce et insulte Shu-Sang, le traitant d'incapable de ne pas être capable de s'occuper d'une fille. Il ignore les ordres de Shu-Sang de partir et décide d'agir seul. Le Shu-Si s'approche de la jeune fille, exigeant qu'elle révèle tout sur Zensei, mais elle refuse, et le Shu-Si en réponse la jette violemment au sol. Il interdit toute interférence et commence à lui donner des coups de pied à plusieurs reprises, ignorant complètement les protestations de son entourage. Shu-Si continue de tenir la fille par les cheveux tout en riant, disant qu'ils ne sont pas obligés de suivre les mêmes règles que la police ou d'autres surhumains. Il se moque de la jeune fille, déclarant que même si elle a la liberté d'être membre du Zensei, cette liberté a un prix. Shu-Si la jette et indique clairement que puisque Zensei ne suit pas les règles, les autres surhumains n'ont pas non plus besoin de traiter les membres de Zensei avec respect. La fille essaie de résister et lui crie de s'en aller, mais Shu-Si se contente de rire et dit qu'il fera ce qu'il veut d'elle. Soudain, il sent la main de CHULan sur son épaule, et CHULan dit que s'il veut faire quelque chose à la fille, l'homme devra d'abord s'occuper de lui. Cependant, au lieu de déclencher un combat, CHULan surprend tout le monde en demandant à Shu-Sang de donner une pause à la fille. Il affirme que cette fille a volé le corps de son grand-père et qu'à part cela, ses actes n'ont fait de mal à personne d'autre. Shu-Sang réfléchit à la proposition et dit qu'il laissera la fille tranquille si elle quitte Zensei, et promet de ne plus s'impliquer avec eux. Shu-Si, le frère impulsif de Shu-Sang, n'est pas d'accord et insiste sur le fait que la jeune fille doit payer pour ce qu'elle a fait. Il se dispute avec CHUL-San, et CHUL-An dit qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour lui faire ouvrir la bouche et révéler tout ce qu'elle sait sur Zensei. Elle, voyant la détermination de CHUL-An à la protéger, décide d'ouvrir la bouche et de parler. Elle révèle que Zensei recherchait l'héritage du grand-père de CHUL-An et selon ce qu'elle a entendu de Liang, le grand-père de CHUL-An avait vaincu 12 membres de Zensei en utilisant un style d'arts martiaux légendaire. Elle explique que Zensei ne cherche pas à se venger mais qu'ils sont curieux de connaître le pouvoir du vieil homme. Avec cette information, Shu-Sang décide de laisser la fille tranquille et CHUL-Si, de son côté, concentre toute son attention sur CHUL-An, le taquinant et déclarant que le style de son grand-père est tout simplement surfait. CHUL-An répond qu'il n'a jamais appris ce style et que son grand-père ne lui a enseigné les techniques de manipulation du ki. Il insiste sur le fait que Zensei se trompe sur les capacités de son grand-père, mais Feng dit que cela n'a pas d'importance car ils continueront à le poursuivre. À ce moment-là, ils entendent un cri venant de la cellule voisine et un singe attaché au plafond arrive. Shu-Sang explique qu'il s'agit de Yuan, l'homme qui a sauvé CHUL-An et qui a reçu le coup de poing de Xiaoyu à sa place. Il détaille que Xiaoyu est l'une des 4 sorcières de Zensei et que même si elle n'aime pas tuer, son pouvoir est capable de laisser n'importe qui complètement dominé par la luxure. Puis Shu-Sang invite CHUL-An à son bureau pour discuter. Son patron ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Shu-Sang explique que son organisation s'efforce de maintenir l'équilibre entre les humains normaux et les surhumains et invite CHUL-An à les rejoindre. Il refuse immédiatement, affirmant qu'il ne veut pas s'impliquer dans quelque chose de dangereux ou de compliqué. Shu-Sang essaie de le convaincre en mentionnant un bon salaire, mais CHUL-An pense que ce n'est qu'un piège et refuse à nouveau. Shu-Si, irrité par l'indécision de CHUL-An, ordonne à Feng de le convaincre. Elle répond en frappant CHUL-An au visage et en le frappant avec une batte de baseball. Et maintenant, désespéré, CHUL-An accepte le poste. Et Shu-Si, satisfait, lui remet tous les papiers. Shu-Sang avertit CHUL-Si de ne pas s'immiscer sur son territoire. Mais CHUL-Si dit qu'il a l'autorisation de ses supérieurs pour agir et qu'il placera Feng et CHUL-An sous sa protection. Plus tard dans la nuit, CHUL-An est réveillé en pensant à sa malchance lorsqu'il entend un bruit étrange venant de l'extérieur. Il ouvre la porte mais ne trouve rien. Soudain, un démon l'attrape et le met dans un sac. CHUL-An crie mais est emmené chez le maître du démon. La propriétaire du démon est une jeune femme pleine d'entrain et impatiente de rencontrer CHUL-An. Mais son partenaire l'empêche immédiatement d'ouvrir le sac. Et quand le sac est enfin ouvert, CHUL-An saute en utilisant son ki, prêt à se battre. Il accuse les deux d'être membres du Zensei, mais la jeune femme le corrige en disant qu'il voulait juste le convaincre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Pendant ce temps, un autre groupe apparaît, dirigé par un artiste martial albinos nommé Linju, qui veut également prendre CHUL-An. Linju défie CHUL-An, libérant son ki et se préparant à se battre. CHUL-An, à son tour, refuse de rejoindre l'un des groupes et déclare qu'il retournera dans sa chambre et dormira. Linju, cependant, est déterminé à le capturer et utilise une technique de manipulation du ki qui surprend CHUL-An. Les serviteurs de Linju commencent à chanter le même sort utilisé par CHUL-An pour libérer son pouvoir, le laissant choqué qu'ils connaissent la technique. Pendant ce temps, Feng est réveillé par une intense soif de sang et rencontre une fille aux cheveux blancs qui se présente comme membre du groupe Tanjike. La fille dit qu'ils ont emmené CHUL-An avec eux et demande à Feng de le signaler à Shuzan. Mais Feng ne semble pas vouloir permettre que cela se produise. Frustrée, la jeune fille aux cheveux blancs attaque Feng avec une série de coups et Feng reconnaît la jeune fille comme une sœur du groupe Tanjike. Ils échangent des provocations et le combat est interrompu lorsqu'ils sentent tous deux une explosion d'énergie venir de loin. CHUL-An affronte des artistes martiaux du groupe de Linju. Il combat difficilement deux adversaires en même temps et après avoir vaincu l'un d'eux, il échange des coups avec l'autre dans un combat intense. Les artistes martiaux se retirent aux côtés de Linju et confirment que CHUL-An utilise le style Tanshifu, le même que Linju décide de se joindre au combat et CHUL-An, complètement enragé, court vers lui de toutes ses forces. Cependant, il est choqué de réaliser que son coup de poing ne peut pas pénétrer la barrière défensive de Linju. Avant de pouvoir réagir, CHUL-An reçoit un coup qui le projette directement au sol. Il n'arrive pas à croire qu'il a été vaincu d'un seul coup, mais il insiste, se relève
relève et tente un autre coup de poing. Cependant, une fois de plus, son attaque est inutile. CHULan, frustré, crie et maudit son ennemi tout en continuant de l'attaquer. Son ennemi, à son tour, concentre son ki pour former une énorme paume et attrape CHULan avec facilité. Maintenant, avec un mépris vertigineux, Linju commente qu'il est décevant de voir un étranger utiliser les arts martiaux de l'école Tanshifu d'une manière aussi incompétente. Après cela, il écrase CHULan contre le sol et le laisse inconscient, ordonnant à ses subordonnés de l'emmener, déclarant que CHULan est un être complètement indigne. Malgré cela, CHULan n'abandonne pas. Il se relève en titubant, déterminé à affronter à nouveau Linju. CHULan admet sa frustration. Après tout, même après avoir trouvé des gens comme lui qui pourraient comprendre sa vie difficile, il se sent toujours seul et impuissant. Il refuse d'accepter que même parmi les surhumains, il reste un raté qui n'excelle dans rien. Il défie Linju dans un combat et Linju accepte, l'avertissant que cette fois, il pourrait finir par le paralyser. CHULan accepte le risque, mais avant le début du combat, Feng apparaît et l'interrompt. Elle le gronde en lui disant qu'il n'a plus besoin de s'enfuir et qu'il est désormais son serviteur. CHULan sourit quand il la voit, mais reçoit une gifle parce qu'il ne l'a pas traité correctement comme son maître. Fermement, Feng ordonne à CHULan de cesser de se retenir et d'utiliser tout son pouvoir contre quiconque le menace. Inspiré par ces paroles, CHULan libère tout son pouvoir, surprenant Linju. Il se rend compte que CHULan est sur le point d'utiliser une technique légendaire, et à ce moment CHULan se souvient de son grand-père qui avait utilisé une technique de foudre contre lui dans son enfance. Déterminé, il charge son corps d'électricité et avance contre Linju avec une vitesse impressionnante. Son ennemi bloque la première attaque, mais CHULan est rapide et apparaît derrière lui, portant toute l'énergie électrique dans son poing. Il frappe Linju d'un coup puissant, provoquant une explosion massive. Cependant, Linju récupère rapidement et utilise ses paumes ki géantes pour capturer à nouveau CHULan, mais cette fois CHULan canalise toutes ses forces pour se libérer et à la surprise de tout le monde, il parvient à renverser CHULan, votre ennemi. Malgré tout, Linju a toujours l'avantage. Il reconnaît que la technique de CHULan est la légendaire Uai, une technique de haut niveau de l'école Tanshifu qui n'est normalement transmise qu'aux successeurs du directeur. Linju décide de mettre fin à ce combat et libère une version plus puissante de cette capacité, un éclair noir qui domine complètement la technique de CHULan. Mais avant que CHULan ne soit touché, Feng intervient et annule l'attaque avec ses couteaux. Elle déclare que si Linju veut blesser CHULan, il devra d'abord lui faire face. L'ennemi réalise la puissance de Feng et décide de battre en retraite. Avant de partir, il donne à CHULan une invitation au tournoi à Itante Show, organisé par Tanshifu, qui aura lieu dans un mois. Il déclare que CHULan a le potentiel pour devenir le prochain leader du Tanshifu et lui demande de faire ses preuves dans le tournoi. Le lendemain, Feng emmène CHULan dans un village isolé dans les collines. Suivant ses instructions, elle explique qu'ils y vivront et s'entraîneront en isolement pendant le mois prochain. CHULan, confiant après son combat contre Linju, pense que cet entraînement est inutile. Il croit pouvoir vaincre Linju dans une nouvelle confrontation, mais Feng le corrige, expliquant que Linju n'a utilisé qu'un tiers de sa puissance dans le combat. Elle insiste sur le fait que CHULan doit prendre son entraînement au sérieux et ajoute que s'il réussit bien dans le tournoi, il pourra rencontrer l'actuel chef de Tanshifu qui en sait peut-être plus sur son grand-père. Maintenant, en arrivant à la maison de campagne, Feng demande à CHULan de se taire. Elle s'approche de lui attrape le visage et avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, elle lui transfère une technique directement dans son esprit. La douleur est insupportable et CHULan s'évanouit. Quand il se réveille, il demande ce qui s'est passé et Feng explique qu'elle lui a transféré sa propre technique. Maintenant, ils doivent la former pour qu'il puisse la dominer. Pendant l'entraînement, CHULan essaie de méditer mais sa concentration est interrompue lorsque Feng part prendre une douche. À son retour, Feng remarque que CHULan est distrait par des pensées inappropriées et le gronde. Agacée par son manque de concentration, elle décide de résoudre le problème en faisant venir deux femmes pour lui prendre sa virginité. Mais CHULan les rejette, insultant leur apparence, ce qui laisse Feng confus. Il quitte la pièce en déclarant qu'il retourne au dortoir, laissant Feng sans comprendre sa réaction. Il dit à Feng qu'il est fatigué de jouer au maître et au serviteur, et CHULan prétend qu'il a caché ses pouvoirs au monde pendant longtemps, mais il ne l'a fait que parce que son grand-père le lui avait demandé. Mais maintenant que d'autres surhumains le connaissent, il ne voit plus la nécessité de rester caché. De plus, il n'accepte plus d'être traité d'idiot par tout le monde et décide qu'il ne travaillera plus pour personne. Feng pointe un couteau sur CHULan, lui ordonnant de revenir immédiatement, mais il refuse, même s'il sait qu'il n'a aucune chance contre Feng dans une confrontation. CHULan est prêt à en assumer les conséquences pour sauver sa dignité. Elle insiste pour qu'il arrête, mais il n'écoute pas et Feng, perdant patience, coupe complètement la maison en deux. Malgré cela, CHULan continue de partir. À ce moment-là, Feng se rend compte qu'elle a exagéré et continue de répéter sans penser qu'elle a fait une erreur. Shusan et Shusi arrivent également, voulant ramener CHULan, chacun avec ses propres méthodes. Shusan dit à Shusi qu'utiliser la force serait une erreur, car c'est exactement ce qui a éloigné CHULan d'eux en premier lieu. Il commente également que Feng n'a pas la capacité de s'excuser, ni même le charme nécessaire pour convaincre CHULan. Shusi regarde Feng avec un regard curieux et Shusan, réalisant cela, la transforme en femme de bureau pour essayer de plaire à CHULan. C'est à ce moment-là que la fille d'avant apparaît, car elle travaille désormais à temps partiel dans la livraison express. Elle est choquée de voir à quel point Feng est belle habillée en femme et découvre que le fait qu'elle soit habillée ainsi fait partie du plan qu'ils élaborent pour l'amener à s'excuser auprès de CHULan. Elle rejette immédiatement les idées démodées de Shusan et Shusi et décide de donner à Feng
Feng une cure de jouvence plus adaptée à son âge. Elle habille Feng comme une fille normale, mais Feng ne peut même pas faire un pas en talons hauts. Pendant ce temps, une voiture s'arrête à côté de CHULan alors qu'il descend la colline. La femme qui conduit la voiture se présente comme Fu Sean et lui demande de rendre visite à son père, lui promettant de mieux le traiter qu'en livraison express. CHULan décide d'accéder à la demande et monte dans la voiture, et se rend vite compte que ce groupe est extrêmement riche et que le père de Fu Sean est une personne très importante qui a construit tout ce qu'il a à partir de zéro. À l'entrée, un homme vous accueille et vous présente un artiste martial surhumain. Il est célèbre et son nom est complètement chinois et compliqué. Il veut maintenant que CHULan rejoigne son groupe et l'inviter même à sortir avec sa fille, et CHULan est incrédule face à toute cette situation. L'homme demande alors à tout le monde de partir, disant qu'il veut parler à CHULan en privé. Il déclare qu'il n'offre pas la main de sa fille uniquement à cause de ses pouvoirs, mais parce qu'il sent qu'ils ont un véritable lien. L'homme raconte qu'au début du XXe siècle, leurs grands-parents étaient amis. Il rapporte que le monde des surhumains était dans le chaos pendant la Seconde Guerre mondiale et que vers la fin, une guerre entre les différentes factions surhumaines a éclaté. Cette guerre était bien cachée de l'histoire, et la raison de la guerre était d'obtenir les pouvoirs des 8 surhumains spéciaux qui étaient différents de tous les autres dans le monde. Le style Téjan du grand-père de CHULan était l'un de ses pouvoirs spéciaux. L'homme démontre alors la capacité qu'il a héritée de son grand-père, invoquant des fantômes en utilisant l'un de ses 8 pouvoirs spéciaux. Il appelle cette technique la canalisation et explique qu'il souhaite unifier 2 des 8 pouvoirs spéciaux pour découvrir le secret des surhumains. CHULan est surpris par ce qu'il vient de voir et d'entendre, et l'homme lui dit alors de bien se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, CHULan retourne à son entraînement avec la technique de Feng, mais cela lui rappelle et cela ruine son humeur. Soudain, cette fille d'avant entre dans sa chambre avec une masseuse pour aider CHULan à se détendre. Il a vite l'impression d'être au paradis car la masseuse est aussi un surhumain et ajuste ses canaux d'énergie pour qu'il se sente incroyable. Cependant, la jeune fille qui était censée devenir sa future épouse est dégoûtée de le voir se comporter comme un pervers dépravé. C'est à ce moment-là qu'on découvre que la veille au soir, elle avait confronté son père en lui disant qu'elle ne voulait pas sortir avec un perdant comme CHULan. Mais son père insiste, affirmant que c'est pour le bien de la famille. Il a essayé de la convaincre que CHULan avait un grand potentiel et qu'elle pourrait finir par l'aimer. La jeune fille a essayé de parler de ses préférences masculines, mais son père s'est révélé être un manipulateur expérimenté. Il a rappelé à sa fille que, parmi tous ses enfants, elle était la seule à ne pas pouvoir utiliser sa technique spéciale de canalisation. Mais il ne l'a jamais traitée différemment à cause de cela. Il lui a demandé de faire au moins cela pour la famille, même si c'était contre sa volonté. De retour dans le présent, la jeune fille renvoie la masseuse et demande à CHULan s'il acceptera la proposition de son père. CHULan dit qu'il lui a fait une offre intéressante, mais il ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Il commente Feng et combien il se sent mal de l'avoir quitté si brutalement. Elle lui demande s'il préférerait être humilié par cette folle plutôt que d'être traité comme un roi à ses côtés. Et CHULan répond que les deux choses sont différentes. Il sait que Feng l'a humiliée parce qu'elle n'a aucune compétence sociale. Elle ne montre pas ses émotions, donc elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Cependant, il est sûr qu'elle n'est pas avide de son pouvoir et qu'elle tient peut-être même à lui. CHULan pense que sa voix était différente lorsqu'il était sur le point de la quitter et se demande si elle se sent vraiment seule à l'intérieur. La fille devant lui demande d'oublier Feng, car autant rester avec elle s'il rejoint son père. Mais CHULan dit qu'il y a un très gros problème qui l'empêche de sortir avec qui que ce soit. Mais la fille en face de lui répond en disant qu'elle connaît déjà son sceau de virginité. CHULan confirme alors en disant que seule une femme qu'il aime et peut le toucher, et c'est pourquoi elle devrait renoncer à sortir avec lui. Cependant, la jeune fille laisse tomber son manteau et décide de montrer à CHULan qu'elle n'est pas une fille qui abandonne. Elle s'approche de CHULan qui est très nerveux, et même lorsqu'elle le touche là-bas, il ne ressent aucune douleur. Il lui demande si elle l'aime vraiment, et elle répond qu'elle le fait pour le bien de sa mission. Par conséquent, elle vous acceptera de tout cœur. CHULan est super excité de réaliser qu'une femme aussi belle et talentueuse est sur le point de retirer son sceau. Il veut avancer immédiatement, mais cela fait peur à la fille qui essayait juste de le charmer. Elle le jette contre le mur pour sa précipitation. Et à la fin, elle abandonne en criant qu'elle ne peut pas s'occuper d'un homme aussi pathétique que lui. À ce moment-là, la réceptionniste arrive pour les informer que Feng est entré dans le bâtiment à la recherche de CHULan. Maintenant, pendant que Fu Sean est occupé, CHULan essaie de s'éloigner d'elle sur la pointe des pieds, mais elle l'arrête. Et alors qu'il tente de trouver une excuse, un coup de poing le frappe au visage. Et il se demande si Fu Sean est si rapide. Il essaie de la calmer, mais elle le frappe avec un méga coup de poing et lui dit de parler en utilisant ses poings. Après tout, c'est un artiste martial. Elle lance une série constante de coups de poing sur CHULan, qui utilise son ki pour se défendre. Fu Sean lui dit de riposter car c'est une femme forte et indépendante qui veut se battre équitablement, même contre les hommes. CHULan décide de lui donner ce qu'elle veut et se précipite pour l'attaquer. Elle esquive facilement tous ses coups et commente que tout le monde semble le surestimer, comme s'il avait réellement un grand pouvoir. CHULan décide de prendre le combat au sérieux et utilise toutes ses forces pour accélérer vers Fu Sean. Il la frappe avec un coup de poing, mais Fu Sean disparaît d'où elle se trouvait et apparaît derrière lui, le jetant au sol. Lorsque CHULan se lève, elle explique que son pouvoir est la téléportation. Le combat reprend et Fu Sean continue de faire pression sur CHULan avec ses attaques incessantes. Le ki de CHULan s'affaiblit et elle le renverse d'un coup de poing. Elle lui dit d'abandonner et de rejoindre son groupe dès maintenant. Mais CHULan se met à rire, réalisant que cette nature violente est la véritable personnalité de Fu Sean. Il se lève et lui propose un pari, s'il arrive à
casser sa technique, elle le laissera partir, sinon il peut dire ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Feng entre dans le bâtiment pour chercher CHUL. Elle trébuche immédiatement sur ses talons lorsqu'elle arrive à la réception et demande qu'on appelle CHUL. La réceptionniste se rend compte qu'elle est également une utilisatrice de capacité spéciale et dit que CHUL est occupé et qu'on lui a ordonné de ne pas le déranger. Feng, énervé, finit par appeler la réceptionniste Tia, ce qui la rend furieuse et elle appelle la sécurité. Deux gardes tentent d'entraîner Feng, mais elle utilise ses pouvoirs pour déloger leurs bras et se libérer. Cependant, alors qu'elle atterrit au sol, elle se tord la cheville à cause de ses talons hauts et tombe. Déterminée, elle se lève et décide de chercher à nouveau CHUL, tandis que les gardes alertent tout le monde dans le bâtiment d'un puissant intrus. Feng continue de vaincre tous ceux qui se présentent sur son chemin. Bientôt, 4 gardes surhumains apparaissent pour lui faire face. Le chef des gardes sous-estime Feng, et lorsqu'elle s'approche pour poser des questions sur CHUL, il tire une balle à air comprimé à bout portant. Feng bloque l'attaque et court vers lui, évitant les balles aériennes. Elle le renverse d'un puissant coup de pied au visage, et soudain, un homme doté de capacités élastiques tente de l'attraper, mais Feng se libère en utilisant son ki. Cependant, 3 autres gardes rejoignent le combat. Malgré cela, Feng les bête un par un. Le 4e garde, réalisant qu'il n'a aucune chance, décide de se rendre et laisse passer Feng. Et en arrivant dans une autre pièce, Feng trouve un artiste martial renommé. Elle explique qu'elle veut juste retrouver CHUL et qu'elle ne veut pas se battre. Mais l'homme libère son ki et attaque à coup rapide. Au début, Feng bloque, mais se rend compte qu'il est désavantagé en raison de ses sauts. Et lorsque l'homme le frappe avec un coup spécial, Feng ressent un impact sur tout son corps. Il explique que sa technique permet à son ki de couler comme de l'eau, causant des dégâts même sans impact direct. Il continue d'attaquer et la renverse. Feng, confus, décide de prendre le combat au sérieux. Et même si elle fait face à des difficultés, elle parvient à équilibrer la lutte. L'homme utilise ses couteaux guidés par télékinésie que Feng dévie avec ses paumes. Elle se rend compte qu'il contrôle les couteaux avec son ki, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus dans sa technique. Il continue de l'attaquer de tous côtés, manipulant ses couteaux, tandis que Feng les esquive et les bloque. Elle se rend progressivement compte que son pouvoir n'est pas la télékinésie, mais plutôt la maîtrise des armes, ce qui signifie qu'il peut utiliser n'importe quelle arme faisant partie de son corps et la contrôler librement en utilisant son ki. L'homme la piège à l'aide de ses couteaux puis apparaît derrière elle pour l'achever. Il la maintient en place alors que ses couteaux se lancent vers lui. Mais Feng se disloque l'épaule pour se libérer et évite les couteaux en sautant. L'homme les attrape avant qu'il ne le frappe et loue la force de Feng. Il dit que ce serait dommage de la vaincre ici, mais Feng lui dit qu'elle ressent la même chose. Elle prétend cela parce qu'on lui a dit qu'il serait facile de récupérer Oncle Lan si elle portait des talons hauts. Et elle les a utilisés jusqu'à présent, mais il semble qu'elle ne puisse pas vaincre cet homme en les utilisant. Alors elle enlève ses talons et dit à l'homme que si Oncle Lan ne revient pas avec elle, ce sera de sa faute. L'homme continue d'attaquer avec ses couteaux, mais maintenant que Feng n'est plus piégée par ses talons hauts, elle est beaucoup plus rapide et peut esquiver ses attaques plus facilement. Elle s'approche de lui et lui porte son premier coup réussi. Et à ce moment-là, Fu arrive pour voir le combat. C'est à ce moment que l'habile guerrier réalise que s'il perd ce combat, il pourrait finir par perdre son contrat d'1 million de dollars. Puis il attaque à nouveau Feng, mais elle grimpe simplement sur un couteau et esquive ses attaques. Il demande comment elle peut paraître si différente juste après avoir enlevé ses talons hauts, et elle se plaint, disant que celui qui a inventé les talons hauts doit avoir été le plus grand ennemi de toute l'humanité, car personne ne peut lutter en portant un de ses talons. L'homme est frustré d'être fait un clown, mais apparemment Feng ne veut plus perdre de temps avec lui. Elle lui demande de lui dire où se trouve Oncle Lan pour qu'elle puisse le reprendre. L'homme a vu à ce moment-là une opportunité de sauver son emploi et agit comme s'il ne se battait pas sérieusement jusqu'à présent et qu'il avait retenu ses forces parce que c'était une fille. Il lui demande de s'agenouiller et de mendier, et Feng, probablement une fille autiste, pose sa main sur la tête de l'homme et le fait s'agenouiller. Il s'éloigne et attaque avec frustration, mais elle esquive simplement l'attaque et saute avant de lui percer le crâne avec ses talons hauts. Elle se tourne ensuite vers Fu et lui demande s'il sait où se trouve Oncle Lan. D'un autre côté, cette fille d'avant acceptait le défi d'Oncle Lan. Elle s'avance alors et le frappe sans avertissement. Le coup de poing le frappe au visage. Elle prétend qu'elle a gagné, mais Oncle Lan lui dit que c'était un mauvais début et que maintenant ils vont faire les choses correctement. Elle lance un autre coup de poing et Oncle Lan prédit facilement sa direction et le bloque. Elle est surprise et décide de continuer à attaquer, mais tous ses coups sont bloqués par l'énergie électrique circulant à l'extérieur du corps d'Oncle Lan. Elle est désemparée, mais accepte la défaite, et Oncle Lan revient chercher sa chemise pour qu'il puisse partir en paix. Mais avant qu'il puisse partir, la jeune fille l'arrête et lui demande de lui parler de la technique intéressante qu'il vient d'utiliser. Oncle Lan répond que c'est une technique qu'il a développée lui-même. Après avoir appris à manipuler ses rayons, la jeune fille est impressionnée et promet de vaincre sa technique lors de leur prochaine rencontre. Oncle Lan se contente de rire et la fille lui demande ce qui est si drôle, et il répond qu'elle semble très soulagée après avoir perdu le pari, presque comme si elle était contre le fait de sortir avec lui à tout prix. Elle dit que c'est vrai et Oncle Lan dit qu'il ne s'intéresse pas non plus à elle malgré sa belle apparence, car en fin de compte, il veut quelqu'un qui se soucie de lui, pas de son pouvoir. Cependant, il veut toujours ses coordonnées au cas où elle voudrait sortir avec lui plus tard. Elle a peur à l'idée de sortir avec lui et l'envoie simplement au sol et il se retrouve juste devant le Fang. Oncle Lan est choqué de la voir et Fang dit qu'elle est venue ici pour le ramener à la maison. Il répond qu'il ne reviendra pas si facilement, mais lorsque le Fang s'incline devant lui et s'excuse, il commence à reconsidérer sa décision. Cependant, il ne reviendra toujours pas aussi facilement et comme Fang semble vraiment déterminé à faire tout ce qu'il faut pour le ramener, il lui demande de faire ce qu'il dit. Elle accepte et la première chose que Oncle Lan lui dit, c'est qu'elle reste
reste là où elle est, comme une statue, pendant qu'il parle à Fu. Oncle Lan lui présente ses excuses, disant qu'il reviendra pour une livraison express, mais cela met l'homme en colère. Il libère son sombre ki, lui disant de reconsidérer sa décision ou de le combattre. Oncle Lan se sent comme une fourmi face au pouvoir et à la pression écrasante de cet homme, mais il rassemble tout son courage et lui dit qu'il a pris sa décision. Et aussitôt que cela s'est produit, l'homme disperse son pouvoir et rit. Il est impressionné par la volonté et la détermination d'Oncle Lan et lui dit de rentrer chez lui en paix. Maintenant, ce puissant artiste martial révèle qu'il est toujours déterminé à terminer sa bataille contre le Fang, mais son patron lui dit qu'il en a déjà fait assez, et même Oncle Lan se moque de lui, disant que le Fang peut les tuer avec une simple attaque. L'homme perd son sang-froid et jette ses couteaux sur Fang, et curieusement, elle laisse les couteaux la frapper car elle suivait les ordres d'Oncle Lan de ne pas bouger de son siège. L'homme rit d'avoir finalement gagné, mais maintenant son patron est furieux contre lui pour avoir attaqué un adversaire qui ne voulait même pas se battre. Il libère son ki sombre et étrangle son subordonné, mettant probablement fin à ses jours. Maintenant, Feng commence à saigner profondément et Oncle Lan la tient dans ses bras. Le saignement est très intense et il ne sait pas comment l'arrêter. À ce moment-là, Fu touche son épaule et Oncle Lan l'attaque sans même s'en rendre compte. Il se calme après avoir entendu sa voix et Fu essaie d'utiliser son pouvoir pour guérir le Fang, mais découvre qu'il ne peut pas. Alors, il appelle son fils et lui dit d'utiliser l'esprit sous son contrôle pour guérir la fille. Le garçon aux cheveux blancs, qui n'a jamais combattu le Fang auparavant, invoque l'esprit d'un médecin et le consomme pour emprunter son pouvoir. Il découvre que le cœur et le foie de Fang ont été perforés et retire les couteaux de l'intérieur de son corps, tout en essayant de sceller les blessures avec son ki. Soudain, un domestique arrive en courant pour annoncer à Fu que des membres du service de livraison express sont arrivés. Il leur dit de les laisser entrer, mais Shu San et Shu Si sont déjà là. Oncle Lan leur présente ses excuses d'avoir laissé Fang se blesser, et Fu s'excuse également de ne pas avoir empêché son subordonné de le faire. Shu Si a dit que ça allait parce que le Fang est venu tout seul, à ses risques et périls. Il dit au fils de Fu d'arrêter de soigner le Fang, car désormais, la livraison express en assumera l'entière responsabilité. L'homme ne voulait pas arrêter d'essayer de la soigner car ses blessures sont très graves, mais son père lui dit d'abandonner. Shu San attrape le Fang et Shu Si dit à Shu Lan d'arrêter de se laisser distraire et de les rejoindre bientôt. Ils rentrent chez eux dans une camionnette et Shu Lan se maudit d'avoir laissé Fang se blesser si gravement. À ce moment-là, Shu Si le gronde, lui disant d'arrêter d'être un lâche à ce sujet, et Shu Lan attrape son col, lui demandant pourquoi il ne semble pas inquiet à propos du Fang. Shu San lui dit alors de se taire et de ne pas perturber le repos de Feng. Il demande à Shu Lan d'écouter la respiration de Fang, et quand il le fait, il découvre qu'elle respire comme une personne en bonne santé et que le saignement s'est déjà arrêté. Il est encore plus confus maintenant et demande à Shu San et Shu Si de tout lui expliquer. Il veut savoir qui est Fang, pourquoi elle est si puissante et pourquoi elle est si obsédée par lui. Shu San dit qu'il ne peut pas lui dire grand-chose pour le moment et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle veut désespérément qu'il soit membre de la livraison express. Ils connaissent ses liens avec l'école Tanshifu et sont prêts à le soutenir avec tout ce qui est nécessaire pour qu'il devienne le prochain leader de l'école Tanshifu. Shu Lan n'est pas satisfait de la réponse et demande comment ils peuvent utiliser le Fang comme outil pour le garder sous contrôle. D'ailleurs, comment font-ils pour la garder si obéissante? Shu San répond alors que Fang n'a aucun souvenir de son passé et qu'en échange de son travail pour eux, ils enquêtent sur son passé pour obtenir des informations. Après cela, quelques jours passent et dans le village, dans les collines, Shu Lan est assise à côté de Feng qui se remet de ses blessures. Bientôt, Shu San et Shu Si arrivent avec des fournitures et leur disent d'aller à l'université. Ils croient qu'elle va bientôt se réveiller et qu'elle aura besoin de beaucoup d'énergie, alors ils cuisineront pour elle. Mais comme ils n'ont pas apporté de nourriture à Shu Lan, il part à contre-séhur et les deux hommes se demandent donc combien de temps ils pourront cacher les secrets du Fang de Shu Lan. Shu San, bien qu'il soit un idiot, va probablement s'en rendre compte tôt ou tard, mais il prévoit toujours de le cacher autant qu'il le peut. Soudain, Fang se réveille et fait comme si de rien n'était. Shu San lui demande pourquoi elle n'a pas esquivé l'attaque et elle répond que Shu Lan lui a dit d'être une statue si elle voulait vraiment qu'il revienne. Elle avait peur que si elle bougeait, il ne revienne pas. Shu Si n'est pas contente d'entendre cette réponse et demande pourquoi elle est si obsédée par un perdant. Shu San reçoit une allégation soudaine et est choqué par la nouvelle qu'il reçoit. Pendant ce temps, Shu Lan est perdu dans ses pensées alors qu'il retourne au collège et s'aventure dans la forêt profonde. Liang de Zen-Z le poursuit mais finit par se perdre et Shu Lan apparaît soudainement derrière lui, lui donnant une mini crise cardiaque. Liang n'est pas là pour le kidnapper ou lui faire du mal de quelque manière que ce soit et essaie même de lui montrer qu'aucun de ses coéquipiers n'est là. Shu Lan lui demande pourquoi diable il est ici et Liang dit qu'il est là pour s'excuser. Il explique qu'il est né avec le pouvoir de manipuler les âmes et le ki des autres, raison pour laquelle il a volé le corps de son grand-père pour tenter d'extraire le pouvoir restant de son ki ou tout indice sur le style légendaire. Point Kitaijin. Shu Lan demande ce que cela a à voir avec lui et Liang lui dit que maintenant qu'ils ont atteint leur objectif, extraire les souvenirs de son grand-père, il veut montrer ses souvenirs à son petit-fils. Il sort une petite lumière dorée et il dit c'est le dernier souvenir de son grand-père. Shu Lan est surpris lorsque Liang lui donne la lumière de la mémoire car il pense que cela pourrait être un piège. Liang est un manipulateur professionnel et lui dit de la jeter si elle ne lui fait pas confiance, mais il ne connaîtra jamais les derniers instants de son grand-père. Shu Lan est toujours en mode panique et demande à Liang si Zansei a l'intention de collecter les 8 pouvoirs spéciaux. Le garçon est impressionné qu'un perdant connaisse les pouvoirs spéciaux, mais il lui assure qu'il ne s'intéresse pas à ses pouvoirs, bien qu'il ne puisse pas en dire autant de ses amis. Il part après avoir dit cela et Shu Lan décide de prendre le risque et de découvrir les derniers instants de son grand-père. Shu Lan découvre que la dernière
dernière chose que son grand-père a vue il y a 12 ans était que Feng avait la même apparence qu'aujourd'hui. Il court à toute vitesse vers le village car il veut savoir si Shu-san et Shu-si connaissaient la vérité depuis le début et la lui avaient cachée. Il arrive au village et constate qu'il est vide et que même Feng n'est pas là. Soudain, il reçoit un appel de Shu-san qui lui dit d'aller à l'hôpital. Shu-lan trouve ses 3 amis en train de regarder un homme âgé et malade qui est le père de Shu-san et Shu-si. Il vient de se réveiller d'un long coma et voulait voir les visages de ses enfants ainsi que celui de sa fille. Shu-lan dit qu'il ne connaît pas leur père et qu'il ne se soucie pas de lui. En ce moment, il veut savoir si c'est Feng qui a tué son grand-père il y a 12 ans. Les 2 frères entendent cela et sont choqués et demandent qui lui a dit cela. Shu-lan leur dit de se taire et commence à crier après Feng, lui demandant si elle a tué son grand-père. Elle n'hésite même pas et dit innocemment que c'est elle qui l'a tué. Shu-lan libère son ki avec colère, mais le père de Shu-san lui demande d'arrêter. Il dit à ses enfants qu'il n'est pas nécessaire de garder des secrets, puis demande à Shu-lan s'il veut connaître la vérité sur son grand-père et sur Amu. Shu-lan lui demande qui est Amu et le vieil homme lui dit que c'est le nom qu'il appelle Feng. Il affirme la connaître depuis longtemps, depuis 1944 pour être précis. Shu-lan est choqué de réaliser que Feng est au moins aussi vieux que son grand-père et le vieil homme continue son histoire. Au cours de l'été 1944, Feng s'est soudainement réveillée dans une grotte, sans aucun souvenir, et alors qu'elle errait sans but, elle a rencontré 2 bûcherons, dont l'un est revenu pour l'emmener car elle semblait impuissante. Il la jeta au sol et commença à lui déboutonner les boutons lorsqu'un couple puissant arriva et le chassa. Ils ont découvert que Feng était comme une poupée sans émotion et l'ont emmenée chez eux. C'est là qu'elle a rencontré le père de Shu-san, Shu, qui n'était alors qu'un enfant. Le couple puissant a essayé d'en savoir plus sur l'étrange fille, mais n'ayant obtenu aucun indice, ils ont décidé de l'adopter. Il l'appelait Amu à l'époque, et elle a appris à parler et à écrire en quelques mois, et leur a dit que son vrai nom était Feng. Cependant, lorsqu'elle essayait de se souvenir de quelque chose d'autre, elle avait l'impression que sa tête se fendait et elle commençait à pleurer très fort. La mère de Shu est allée chercher un médecin, mais quand elle est revenue, Feng allait déjà bien et méditait. À ce moment-là, le garçon et sa mère ont pu sentir que l'air autour de Feng était différent, et le médecin leur a dit qu'elle utilisait son ki et leur a demandé de garder cela secret pour les villageois. Cette nuit-là, Shu a interrogé Feng sur son mal de tête et son ki, et elle ne se souvenait pas comment elle avait appris à faire circuler le ki dans son corps. Elle avait juste l'impression qu'elle pouvait le faire naturellement. Elle a également senti du ki dans le corps de Shu et lui a demandé de méditer avec elle. Il fit ce qu'elle lui disait, mais il ne sentait aucune différence. Feng s'est rendu compte qu'il réfléchissait trop aux choses, ce qui rendait difficile l'obtention du ki. Elle a donc décidé de l'aider, et grâce à ses conseils, Shu a pu ressentir et rassembler son ki. Après cela, il a commencé à s'entraîner avec Feng en secret. Ils formaient une famille heureuse et le temps passait vite. Mais même après 5 ans, Feng n'avait pas vieilli du tout. Et la mère de Shu recevait des propositions de mariage pour Feng, mais elle les rejetait toutes. Shu était d'accord avec elle parce qu'il avait le béguin pour Feng, mais sa mère se contentait de rire de ses désirs enfantins. Elle pensait que ce ne serait pas une mauvaise idée pour Feng d'épouser son fils si elle l'aimait bien. Cependant, lorsqu'on lui a posé la question, Feng était confuse parce qu'elle ne comprenait pas le sens du mot aimer quelqu'un. Elle s'est gratté la tête en essayant de comprendre, puis le couple puissant lui a dit d'arrêter de s'en inquiéter. Feng n'arrêtait pas d'y penser même la nuit, et elle avait soudain mal à la tête. Après avoir utilisé son cerveau au-delà de ses capacités, la femme lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de beaucoup réfléchir et l'a calmée en chantant une chanson. Peu de temps après, des bandits ont attaqué le village et ont commencé à piller toutes les céréales alimentaires dont disposaient les habitants. Et dès qu'ils ont pris le déjeuner que Shu réservait pour Feng, elle est arrivée sur place en chantant la chanson d'avant. Les bandits pensaient qu'elle était attardée parce qu'elle les ignorait et ont décidé de s'amuser avec son corps. Le père de Shu a supplié les bandits de quitter la fille et a promis de leur donner tout ce qu'ils avaient. Mais les bandits l'ont simplement attaqué. Lorsqu'il a essayé de s'accrocher à eux, ils lui ont tranché la gorge, à la grande horreur de tous. Shu a couru vers les voyous en colère, mais a été assommé d'un coup de pied au visage. Les bandits ont emmené Feng, mais lorsqu'elle a entendu la mère de Shu pleurer, elle a couru vers elle. C'est à ce moment-là qu'elle lui a dit qu'elle ressentait une vive douleur au cœur, et cela se produisait lorsqu'elle l'entendait pleurer. Elle voulait que la femme soit heureuse. Elle lui a demandé si cela signifiait qu'elle l'aimait bien, et la femme lui a simplement répondu qu'elle était jalouse du fait qu'elle était stupide et ignorante. Feng lui a demandé d'arrêter de pleurer et lui a demandé ce qu'elle pouvait faire pour la rendre heureuse. La femme s'est mise en colère contre elle et a déclaré que la seule façon d'être heureuse était de tuer les bandits qui avaient assassiné son mari. Le bandit a ri de cela et s'est approché de Feng, mais elle lui a simplement cassé les dents d'un simple coup de poing léger. Elle a dit à sa mère qu'elle tuerait tous les bandits pour la rendre heureuse et a immédiatement tranché la gorge du bandit qui tentait de l'attaquer à main nue. D'autres bandits se sont précipités pour la déranger après cela, mais Feng les a tous tués sans pitié. Shu reprit bientôt ses esprits et bien que sa mère lui interdise de regarder le spectacle macabre devant lui, il fut incapable de détourner le regard. Alors que les gens normaux ne pouvaient voir que Feng tuait les bandits, Shu a vu quelque chose de plus. Il vit les esprits des hommes qu'elle venait de tuer se lever et la maudire avant de disparaître. Les villageois ont été terrifiés par le pouvoir de Feng et ont commencé à la traiter de démon. Ils lui ont dit de quitter le village et elle a obéi en silence. Shu et sa mère l'ont poursuivie et lui ont dit qu'elle n'avait besoin d'aller nulle part, mais elle a répondu que oui parce que tout le monde lui disait de partir. La mère croyait maintenant qu'elle était coupable de ce qui venait de se passer parce que Feng avait tué les bandits sous ses ordres. Elle l'a serré dans ses bras et lui a promis de retrouver sa famille avant de l'emmener se cacher dans les montagnes. La femme a demandé à Feng de les attendre patiemment et lui a également fait promettre qu'elle ne tuerait plus jamais personne. Et lorsque Feng lui a rappelé que c'était
c'était elle qui avait ordonné qu'elle soit tuée. La femme s'est tue et lui a simplement demandé de les attendre. Cependant, elle a immédiatement fait ses valises et a quitté le village. Malgré les protestations de Shu, la femme a affirmé que Feng n'était pas un humain et que même si elle se souciait d'elle, elle était également terrifiée par elle. Et c'est ainsi que Shu et sa mère ont quitté le village pour toujours et Feng les a attendus sous la pluie. Elle a survécu en mangeant tous les fruits sauvages qu'elle a pu trouver et a vaincu plusieurs pandas venus se battre à ses côtés. Cependant, lorsqu'elle a vu un bébé panda, elle s'est souvenue qu'elle devait chercher sa propre famille. Elle a continué à errer comme une folle jusqu'à ce que le destin la conduise à nouveau vers son vieil ami. À cette époque, nous étions en 1993 et Shu, 50 ans, s'est vu proposer un emploi pour devenir directeur d'un nouveau service de livraison express. Il a reçu quelques cas de son intervieweur et l'un d'eux montrait Feng arrêté par la police. Shu a été choqué quand il l'a vu et a immédiatement demandé plus d'informations à l'intervieweur sur la fille sur la photo. Il a appris que la police l'avait arrêtée parce qu'elle était une voleuse sans abri. Elle n'a rien dit à part son nom, alors la police l'a mise en cellule, mais elle en est sortie le lendemain sans problème. Après avoir entendu cela, Shu a immédiatement accepté de se joindre à la livraison express, à condition qu'il ait un accès complet aux informations sur les surhumains. Pendant ce temps, Feng continuait à voler, mais son objectif était de nourrir les enfants sans abri. Mais les enfants lui demandaient toujours de manger en premier et elle finissait par tout manger elle-même. Un certain jour, elle est tombée sur des gangsters qui l'ont kidnappée et vendue dans une zone chaude. L'un des clients était en fait un agent mafieux infiltré qui connaissait bien Shu. Et dès qu'il l'a vue, il a reconnu en elle la fille qu'il cherchait. Puis lui et ses hommes l'ont traîné jusqu'au quartier général de son gang. Il a été submergé par ses émotions lorsqu'ils ont été réunis. Et dès qu'il a serré Feng dans ses bras, elle l'a reconnu à son odeur. Et dès qu'elle s'est sentie à l'aise avec lui, elle s'est effondrée. Shu a remarqué qu'elle était très blessée et que ses mains étaient liées derrière le dos. Il était si furieux à ce sujet qu'il a fait une demande spéciale au chef de la mafia et a enterré vivant les hommes qui avaient maltraité Feng. Après cela, Feng est devenu membre de la livraison express. Et depuis ce jour, Shu a utilisé toutes les ressources pour tenter de retrouver sa famille. Maintenant que toute l'histoire a été révélée, Shu est choqué car son père n'a jamais rien dit à ses enfants. Shu a simplement dit qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Mais maintenant qu'il pouvait mourir à tout moment, il décida de tout révéler. Shulan lui demande quand cette histoire est liée à son grand-père et Shu lui dit de ne pas interrompre le déroulement de l'histoire. Il lui a dit que grâce à ses recherches, il avait découvert que Feng était impliqué dans la grande guerre entre surhumains. En gros, en 1944, il y a 12 ans, il trouva une autre information liée à ce point et entra dans une forêt où se rassemblaient les chefs de nombreux clans surhumains. Les Shu s'attendaient à ce que quelqu'un connaisse Feng, mais ils trouvèrent bientôt le cadavre de l'un des dirigeants et non loin de là, il y avait d'autres cadavres, tous appartenant aux dirigeants de prestigieux clans surhumains. Ils suivirent la trace du sang et trouvèrent un vieux maître combattant le grand-père de Shulan. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, les organes du corps du vieux maître aient explosé de l'intérieur et alors qu'il tombait, il a maudit le grand-père de Shulan pour être le seul propriétaire de ce style d'art martial meurtrier. Le vieil homme a demandé s'il avait révélé sa position au monde afin que tous les chefs d'arts martiaux viennent le tuer et le vieil homme a répondu que oui, disant qu'il les éliminerait tous en même temps. Le grand-père de Shulan a déclaré qu'ils devraient tous mourir rapidement avec leurs horribles secrets. Cependant, le grand-père de Shulan était à bout de souffle après avoir combattu plus d'une douzaine de maîtres. À ce moment-là, il a senti la présence de Shu et l'a appelé, mais dès qu'il a vu le visage de Feng, il l'a immédiatement reconnu du temps de guerre. Feng a été choqué de trouver enfin quelqu'un qui la connaissait et a immédiatement demandé au grand-père de Shulan de lui dire tout ce qu'il savait. Il s'est excusé de ne pas pouvoir lui dire ce qu'elle voulait, mais lui a dit que si elle veut connaître son passé, elle devrait protéger son petit-fils, Shulan, à sa place. Il lui a demandé de le tenir à l'écart du conflit entre les surhumains et que ce n'est que s'il était en grave danger qu'elle pourrait lui dire la vérité. Le grand-père de Shulan a dit à Feng que si elle restait avec Shulan, elle trouverait certainement les réponses qu'elle cherche. Elle a demandé au vieil homme pourquoi il devrait faire confiance à ses paroles. Le grand-père de Shulan révéla alors quelle était la cause de la grande guerre entre surhumains. Il a également révélé que ses souvenirs perdus sont également liés à la guerre et que si elle protège les Shulan, elle peut les récupérer. Elle a demandé pourquoi il ne protégeait pas son propre petit-fils et le grand-père de Shulan lui a montré une marque de poison qu'il venait de recevoir. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et a demandé à Feng de mettre fin à ses jours. Avant que le poison n'agisse, Feng a accepté sa demande d'avoir une chance de retrouver ses souvenirs et le grand-père de Shulan l'a remercié. Il a déclaré que rien ne le rendrait plus heureux que de mourir entre ses mains. Ensuite, il a rapproché Feng et lui a transféré une technique, disant que lorsque Shulan entrerait dans le monde surhumain, s'il était trop faible, elle devrait la lui donner. Mais avant qu'elle puisse demander quelle technique il lui avait donnée, le poison se répandit dans tout le corps du vieil homme. Il a supplié Feng de le mettre hors de sa misère et elle a obéi. Elle a relevé le vieil homme puis lui a transpercé le cœur alors qu'il lui demandait toujours de prendre soin de son petit-fils. Après cela, elle a observé Shulan à distance de sécurité et n'est pas intervenue jusqu'à ce que les membres de Zancel l'attaquent. En fin de compte, Shulan a du mal à croire que tout cela a été orchestré par son grand-père, mais Shu lui dit que c'est vrai. Il demande à Shulan de faire confiance à Feng, tout comme elle a fait confiance à son grand-père autrefois. Et même s'il ne peut pas faire ça, Shu veut que le garçon reste avec Feng. Il vous dit ensuite quelque chose de spécial qu'il sait sur votre grand-père. Le Shu lui raconte qu'en 1944, l'un des membres du clan Tanshifu a disparu sans laisser de traces et que le clan a effacé toutes les traces de son existence. Tout ce que l'on sait, c'est que l'homme était l'actuel collègue du chef du clan Tanshifu. Son nom reste encore un mystère, mais les Shu pensent que l'homme
homme a adopté le faux nom de Shu de YE. Il dit à Shulan de participer au tournoi et de rencontrer le chef du clan Tangshifu. Si vous voulez en savoir plus sur son grand-père, Shu commence soudain à avoir du mal à respirer et lorsque ses enfants courent à ses côtés, il leur dit que leur heure est enfin venue. Il s'excuse auprès de Feng de ne pas avoir pu retrouver sa famille jusqu'à la fin, puis commence à trembler alors que la lumière s'éteint dans ses yeux. Feng pose doucement sa main sur son front et commence à chanter la chanson qu'elle a apprise de sa mère. Shu se souvient des moments qu'il a passés avec Feng et sa famille et meurt paisiblement. Quelques jours plus tard, tout le monde visite la tombe de Shu. Et c'est à ce moment que Shulan dit que pendant tout ce temps il pensait avoir survécu seul. Mais il était constamment protégé par son grand-père, Feng et Shu. Maintenant, il veut aussi les récompenser pour cela. Il veut connaître le passé et rendre les souvenirs de Feng. C'est pourquoi il accepte de participer au tournoi du clan Tangshifu et demande à Feng de reprendre l'entraînement.